Depuis plusieurs années, chez l'opposition camerounaise, fort objet de critiques acerbes, aussi bien de la part de la société civile que de la part du citoyen lambda. D'aucuns ont vite fait de dire qu'elle est en panne d'inspiration, par conséquent qu'elle n'a plus rien à offrir au peuple camerounais. Le phénomène de transfuge observé ces derniers temps en est un exemple patent, d'où l'interrogation: l'opposition camerounaise est-elle encore crédible? Denis Kouebo, un fait qui illustre et a suffi ce propos liminaire, et donc ce transfuge de Jean-Jacques Ekindi, qui on l'a connu comme coordonnateur du mouvement progressiste, qui a donc décidé de rentrer au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quelle analyse en faites-vous? Alors, je voudrais, c'est que j'ai la liberté de la franchise. Il y a deux courants politiques au Cameroun. Il n'y a pas un troisième courant. Il y a le parti unique et ses excroissances. Le parti unique, c'était l'UC, l'Union camerounaise, après l'Union nationale camerounaise, l'UNC, ensuite le RDPC. Et 90% au moins des acteurs politiques camerounais sont issus de cette famille politique-là, UC, UNC, RDPC. C'est indiscutable. J'ai revisité les manuels du congrès qui a créé le RDPC à Bamenda. J'ai vu qui était dans les commissions. Ceux qui étaient dans les commissions sont devenus des très grands opposants. À côté du parti unique, il y avait un parti politique qui était contraint à la clandestinité, à savoir l'UPC. Et donc l'UPC forme la deuxième famille politique avec aujourd'hui ses excroissances. C'est-à-dire l'UPC des fidèles, le Manidem, l'UPA, le MOSI. Ça, c'est les deux. Il n'y a pas de famille politique intermédiaire si on veut restituer la vérité de l'histoire. Alors, il faut que nous y allons de façon pédagogique pour que les Camerounais comprennent que le parti au pouvoir existe en démocratie avec, de l'autre côté, les partis qui ne sont pas au pouvoir. Les partis qui ne sont pas au pouvoir sont des partis d'opposition, opposés à la politique qui est mise en place par le parti au pouvoir. Si un parti politique, même qui n'est pas au pouvoir, partage les points de vue, tous les points de vue de celui qui est au pouvoir, partage l'idéologie et les options de celui qui est au pouvoir, ce parti-là n'est pas de l'opposition. Le parti d'opposition, c'est le contraire de celui qui est aux affaires. Si vous n'êtes pas le contraire d'un point de vue idéologique, d'un point de vue structurel, d'un point de vue comportemental même, on ne peut pas dire que vous êtes de l'opposition. Alors si lors des dernières élections législatives, le RDPC avait eu 50 députés contre 130 pour les autres partis, le RDPC serait devenu un parti d'opposition, même avec Paul Biya à étudier. Donc il faut que les gens cessent de faire les enchères sur des terminologies. Il n'y a pas un parti politique qu'on appelle l'opposition. Si bien qu'à la veille de chaque élection, je entends sur les plateaux dire bon, il faut que l'opposition se réunisse. Quelle opposition? Un parti politique qui est pour l'école gratuite, qui est pour la souveraineté nationale, qui est pour la nationalisation des entreprises publiques ou privées et étrangères, ne peut pas être dans une union avec le parti politique qui veut l'école payante, qui veut se soumettre au diktat de l'étranger et qui veut que les entreprises camerounaises soient aux mains des intérêts privés étrangers. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, M. Jean-Jacques Ekindi a sa liberté politique. C'est un haut cadre du RDPC, UNC même, au départ. Moi, quand j'étais au collège, j'ai suivi en direct les élections au niveau de la section RDPC du Vouri. Il y avait Marius Onana, Feu Marius Onana, M. Séverin Tchonke qui aspirait à diriger le RDPC. Il y avait Jean-Jacques Ekindi. Ce sont ces gens qui étaient des acteurs au niveau du plan. Quand vous dites que Jean-Jacques Ekindi est retourné au RDPC, ce n'est pas une information, c'est son parti.
Ok. Il s'est réconcilié avec son parti et tous ceux qui sont en brouille sont libres de se réconcilier aujourd'hui ou demain. Donc si moi je vois d'autres acteurs, par exemple Hamene Biele était au congrès du RDPC, c'était lui qui était ils étaient dans les commissions stratégiques. Si j'apprends que M. Hamene Biele est retourné au RDPC, ce serait tout à fait normal parce que c'est son parti. Il a contribué, il est membre fondateur de ce parti-là. Il est hors de question que nous, on amène la population pour... C'est parce que, quelquefois, nous contribuons à créer la confusion. Et j'aurais pu dire que quand on dit qu'il y a deux familles politiques, la politique, c'est les idées. Donc, il y a toujours une idéologie derrière chaque formation politique. L'idéologie la plus connue au niveau du RDPC, c'était le libéralisme communautaire. C'est l'idéologie du RDPC. Et la plupart, on a entendu gens parler du fédéralisme communautaire, mais ça, c'est tiré du libéralisme communautaire. Les autres sont marxistes-léninistes, c'est nationalistes, marxistes-léninistes, panafricanistes, progressistes. Ça, c'est une autre idéologie. Le Pobia Mosgo, ce n'est pas une idéologie. Nous sommes les plus forts, ce n'est pas une idéologie. Ceux qui arrêtent les balles, ce n'est pas une idéologie. Il faut que la clarification se fasse pour que les citoyens comprennent en réalité où ils vont. Il y en a qui sont dans les partis politiques parce qu'ils en veulent tellement au RDPC, mais personne ne leur dit que ce parti politique-là, c'est une excroissance du RDPC. C'est-à-dire que c'est une copie du RDPC. Alors, vous l'avez dit, on l'a compris. L'original. Luther André Yambeka, Jean-Jacques Kindi rentre à la maison. Cela peut s'apparenter à comment dire ça, la parabole du fils prodigue. Disons que l'analyse politique est plus complexe que ce que M. Denis Kouébou. Oui. Je tiens à rappeler que avant les indépendances et même après, le président Ahidjo a initié un projet politique de l'union des partis politiques. Il a appelé ça Union nationale du Cameroun, où tous les partis politiques du Cameroun se sont réunis dans un parti politique pour pouvoir préparer, n'est-ce pas, l'unification. Vous comprenez ça? Et dans cette alliance-là, il y a, après la mort, je crois, de Oumniobé en 1948, si les dates sont exactes, Mahi Matip a décidé de quitter de l'UPC pour entrer dans cette union-là. Alors l'UNC regroupe effectivement tous les leaders politiques du parti unique qui vient effectivement avec le président Paul Biya. Il arrive quoi? Il arrive qu'avec les vents d'Est, la bourrasque de la démocratie, certains ont pensé que le temps est venu de déposer le président Biya et de créer ce qu'ils ont appelé le changement. Et ce que le président a répliqué en disant on ne peut pas changer celui qui a mené le changement. Mais effectivement, il a raison que M. Frundi était dans le RDPC, il avait été battu à la maison en Pachi d'Achou. Il a raison que M. Ekindi était là-dedans, mais seulement avec les vendeurs qu'ils ont cru qu'ils peuvent renverser M. Biya. Chemin faisant, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et ils constatent effectivement que le président Biya est fort. C'est la force de l'expérience. Et qu'ils ne vont pas toujours se projeter en conjecture. En plus, ils sont vieux. Ils décident donc effectivement de faire la paix avec la force de l'expérience. Mais dire que c'est des excroissances, je ne pense pas, parce que vous n'allez pas me dire que lorsque M. Ekindi quittait de l'opposition, il était dans la blague. Non, il y croyait. Lorsque Frundi quitte de l'opposition, il crée parce qu'il n'est pas seul. Lorsqu'il quitte le pouvoir. Le pouvoir pour aller à l'opposition, ce n'était pas la blague. Ils y pensaient, ils y croyaient qu'ils allaient réduire le RDPC et son leader en miettes. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et aujourd'hui, avec l'usure du temps, et ils ont vieilli, ils constatent effectivement qu'ils doivent faire la paix avec le RDPC. Lorsque M. Kamto est porte-parole du RDPC à la MIFI avec le professeur Luc Sinjoun et le professeur Konchou, porte-parole du RDPC. Hein? Il était au SDF, il est venu dans le RDPC. Il quitte le RDPC, pourquoi? Parce que son ami Mbara, je le dis ici, lui avait dit qu'il va quitter du gouvernement. Et il a démissionné avant pour aller dans l'opposition. Je veux dire quoi? Je veux dire que les enjeux sont complexes. Il y a des enjeux de lutte, de pouvoir, qui n'aboutissent pas et les gens capitulent. Et il y a les enjeux d'intérêt, comme M. Kamto, qui est quitté parce qu'il quittait du gouvernement, des enjeux d'intérêt. Et c'est cette politique-là qui
est une mauvaise politique de l'intérêt à tout prix qui arrive à l'instrumentalisation de l'ethnie. C'est pour ça que je parle de la crédibilité de l'opposition. Parce que lorsque vous, en tant que leader politique, je prends l'exemple de Kamto, lorsque lui, il est déçu du gouvernement, il démissionne, il dit qu'on a marginalisé les Bamileke. Est-ce que lui, en tant que leader politique, représente la communauté Bamileke? Non. On appelle ça l'instrumentalisation de l'ethnie à la cause politique. Et c'est ça qui crée le problème aujourd'hui de l'opposition, qui ne fait pas une politique globale, qui ne débauche pas les cadres, qui ne va pas à la conquête de la nation, mais à la conquête des ethnies, pour faire ce que j'appelle un repli auto-centré, pour pouvoir aller conquérir le pouvoir. Et c'est le même problème que nous avons aujourd'hui avec l'UDC. C'est sur ce plateau que je prophétisais que celui qui est l'héritier politique, ou celle qui est l'héritière politique, ce n'est que la femme de M. Adamou Damjoua, et cela s'est concrétisé. Mais on ne peut pas effectivement faire de l'opposition sur les bases tribales. Donc voilà le problème de la crédibilité de l'opposition au Cameroun. Et c'est pour ça que nous, les jeunes comme nous croyons au RDPC. Parce que le RDPC, depuis 1982, où il a accédé au pouvoir, 1985, jusqu'à aujourd'hui, le socle tient et l'idéologie tient. C'est plutôt les gens qui quittent l'espace de l'opposition pour nous rejoindre. Difficilement, les cadres du parti quittent du pouvoir pour aller ailleurs. Et c'est ça qui montre la solidité d'un parti au fur du temps. Vous allez constater que l'UPC a été émietté. Vous allez constater effectivement que le SDF a été émietté parce que beaucoup de cadres sont partis. Le MRC aujourd'hui est pratiquement incohérent. Seul le RDPC est resté cohérent. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours invité tous les jeunes et tous les Camerounais de faire confiance au chef de l'État, au président de la République et au parti du RDPC, qui est le parti qui le rassemblement démocratique. Et c'est pour ça qu'on accepte que M. Ekindi rentre dans le parti. On pouvait dire que non, il nous a combattus, il ne peut pas venir maintenant. Mais comme c'est le rassemblement démocratique, c'est le rassemblement, effectivement, on accueille le grand frère dont on estime qu'il s'est égaré, qu'il est revenu dans la maison. Alors, Denis Kobodou, par la chute de l'opposition camerounaise, on a quand même souvenance dans les années 90, on a vu cette opposition avoir quand même un poids énorme. Je n'ai pas envie de dire que beaucoup de Camerounais ont une notion générique de ce qu'on appelle l'opposition. Et moi, je connais l'intelligence de Meka. Il a réussi à défendre sa chapelle. Mais moi, je parle de façon impersonnelle pour revenir sur ce que vous savez, dire que l'opposition a échoué, c'est regarder l'opposition sous le prisme de droite. Je crois qu'il y a deux camps en politique. Hein. Il y a la gauche, il y a la droite. Et généralement, les gens de droite ne voient les choses qu'en termes d'intérêt. C'est pour ça que cas parle de pouvoir qui a échappé, les gens qui n'ont pas pu gagner, qui ne sont pas devenus députés. Ce n'est pas comme ça qu'on voit la politique. L'opposition est une posture. Et ce n'est pas le nom d'un parti. Donc, si votre parti politique a la majorité, nous sommes en démocratie. Si on est dans autre chose, ce ne sera pas le même discours. Si on est en démocratie, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a obtenu la majorité des suffrages aux élections de base, aux élections parlementaires. Parce que c'est la représentation nationale. Ceux qui ont la minorité et s'ils sont contre la politique défendue par ceux qui ont obtenu la majorité, sont de l'opposition. Et vice-versa. C'est-à-dire que si à la prochaine élection, par exemple, au Cameroun, le MRC n'est pas allé à l'élection passée. Si à la prochaine élection, le MRC obtient 91% des députés, ou 91 députés, et le RDPC 80, le MRC sera désormais le parti qui dirige, et le RDPC sera un parti d'opposition. Donc, si on fait l'analyse en termes de RDPC BIA ou MRC Moïse Kamto, c'est comme si, après Moïse Kamto et BIA, on ne parlera plus de politique, on ne parlera plus du pouvoir et de l'opposition. On n'est pas de l'opposition ou du pouvoir selon qu'on défend, si on soit partisan de Kamto ou partisan de Paul Biya. On est de l'opposition parce que le parti politique auquel on appartient n'a pas la majorité pour gouverner. C'est pour ça qu'on est de l'opposition. Alors,
si vous prenez l'histoire, et là, nous, les militants de gauche, on prend l'histoire. Nous, on ne prend pas Dieu ou quelque chose, on prend l'histoire parce qu'on peut aller vérifier. L'ANC qui était en clandestinité, puis dans l'opposition en Afrique du Sud, est resté combien d'années dans sa démarche pour un jour prendre le pouvoir? Pendant très longtemps. Et personne ne l'accusait de n'avoir pas pris le pouvoir. Un parti politique qui veut le pouvoir, qui est structuré pour prendre le pouvoir, peut prendre 2 siècles de lutte pour prendre le pouvoir. La lutte là ne veut pas dire que le pouvoir se prendra en 2007, 2015. La lutte, c'est que après nous, nos enfants vont lutter, les enfants de M. Meka, qui est au RDPC, seront peut-être demain dans un autre parti qui est contre le RDPC. C'est la démocratie. C'est ce qu'on veut au pays. On ne veut pas, la démocratie ne veut pas dire que moi je gagne. La démocratie veut dire que si c'est Meka qui gagne, qu'il gagne régulièrement, moi j'attends mon tour, je travaille auprès du peuple pour inverser la tendance. Donc ici, nous voulons aider les Camerounais. Il faut que chacun se mette. C'est ça qui cause tous ces problèmes de tel veut revenir au pouvoir, il veut partir. C'est que les gens ne savent pas ce que c'est que la lutte politique. Vous pouvez lutter, il y a des partis politiques qui peuvent lutter pour que les Camerounais soient libres. Ça dit que son objectif déclaré et réel, c'est qu'il faut qu'il y ait la liberté au Cameroun. Son objectif, ce n'est pas d'avoir 70 députés, c'est qu'il éduque son peuple. C'est les missions des autres. Il y a beaucoup de dirigeants historiques. Oumiobe n'a jamais été député, n'a jamais gagné une élection. Nous tous, on le célèbre, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, on le célèbre. Ernest Ouandié, il n'a pas été élu maire ou conseiller municipal. Tout le monde dit que c'est un héros. J'ai entendu Moïse Kamto dire que c'est un héros. J'ai entendu les gens du pouvoir dire que c'est un héros. C'est-à-dire qu'on est héros par rapport aux idéaux qu'on défend, par rapport à l'idéologie qui sous-tend sa politique et son combat. On n'est pas héros parce que on sera resté 20 ans au gouvernement ou parce qu'on sera resté 35 ans dans l'opposition. On est héros consacrés par ceux qui reçoivent notre politique. Ça peut être après coup. C'est-à-dire que vous pouvez combattre pendant 50 ans. On ne vous a jamais reconnu comme héros. Plus de 150 après, ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont venir après nous vont considérer que tel avait défendu tel idéal. Il est un héros par rapport aux ambitions qu'on nourrit pour son pays. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il y a donc confusion. Dans la mêlée, vous savez que, parlons de la confiscation du pouvoir ou de la longévité au pouvoir, il y a des gens qui ont du mal à attendre encore. Ça, c'est pas facile, hein? C'est pas facile de vivre sans être là où on roule avec une bonne voiture, là où on a un bon bureau avec du parfum. Mais si vous voulez lutter pour vous, dites que quand Oumiobe était en brousse, il n'y avait pas le caviar, il n'y avait pas le foie gras en brousse, il n'y avait pas de maison exotique. En brousse, c'était autre. La viande en brousse, c'était la canne à sucre. Donc on ne lutte pas pour son pays parce qu'on doit devenir maire. N'importe qui peut être maire. Même un bandit peut devenir maire ou député. Mais n'importe qui ne peut pas devenir héros dans son pays. On est héros parce qu'il y aura unanimité autour du combat qu'on a combattu. Nous, les militants, moi, il faut que je le dise, moi je suis un militant politique, révolutionnaire, qui n'aspire pas à être ministre, qui n'aspire pas à être conseiller municipal, qui ne veut rien. Je ne veux rien. Je veux seulement voir que tous les enfants du Cameroun, nous sommes sur le plateau, on ne sait pas de quelle région on est. Moi, c'est mon combat. Ce n'est pas important. Je peux discuter avec n'importe quel citoyen, n'importe quel concitoyen, de n'importe quel sujet, sans le stigmatiser, sans qu'il me stigmatise. C'est ça le Cameroun que je veux. Donc si j'étais candidat pour être un héros, c'est seulement parce que je veux, dans mon pays, le sentiment d'appartenance pour chacun à ce pays-là. Il faut que les Camerounais qui sont dans la rue sachent qu'on n'est pas héros parce qu'on a insulté l'autre. On n'est pas le plus fort parce que tous ceux qui font la folie sont très populaires. Tous les fous dans les villages sont connus de tout le monde. Tous ceux qui sont agressifs au quartier sont connus de tout le monde. Donc votre popularité ne veut pas dire que vous allez entrer dans l'histoire. Vous n'êtes pas entré négativement dans l'histoire, que vous pouvez entrer positivement dans l'histoire. Et c'est l'effort que chaque citoyen doit faire. On a suffisamment, je crois qu'on a clarifié cette affaire de l'opposition. Quand vous allez en France, de l'opposition au pouvoir, ça change peut-être 4 fois par an, c'est l'élection. En Israël, ça peut changer 5 fois puisque tous les jours il y a élection. À Londres, vous voyez comment ça se passe. C'est ça la démocratie. Et l'essence de la démocratie, c'est la contradiction. Ok. Luther André Meka, un septuagénaire au RDPC, au moment où le chef de l'État parle d'une éclosion de la jeunesse, n'avez pas l'impression que l'arrivée d'un septuagénaire au RDPC vient phagocyter ce talent des jeunes, cette jeunesse qui est censée prendre la relève? Disons que nous, au RDPC, on ne stigmatise pas
les individus ou les âges. On ne stigmatise pas. Beaucoup de jeunes n'ont pas encore fréquenté les vieux. Moi, je fréquente les vieux. C'est des bibliothèques terribles. C'est de la compétence inouïe. J'ai été dans la coordination départementale de communication de campagne Vouri-Est avec le président Camille Ekindi. J'ai découvert une bibliothèque immense, un homme politique avéré. J'ai rencontré le professeur Contour plusieurs fois. J'ai vu de l'expertise. Je vous assure, c'est de l'expertise et de la compétence avérée. Le véritable problème, c'est aujourd'hui, avec les problèmes de génération, il faut faire un savant dosage entre les adultes, les vieux qui ont la sagesse, qui ont le vécu. C'est-à-dire que dans un problème où tu vas venir poser l'analyse intellectuelle, il te dit en 1970, on a résolu ça de telle façon. En 1980, c'est de telle façon, il te donne l'expérience du vécu qui te permet, n'est-ce pas, d'avoir des habilités pour pouvoir résoudre un problème. Donc, l'expertise de M. Jean-Jacques Ekindi est avérée. C'est un diplômé de la Centrale Polytechnique de Paris. Ce n'est pas n'importe qui. C'est avéré et on l'accueille favorablement dans la maison parce que c'est chez lui. Le RDPC, c'est le Rassemblement démocratique. Vous avez les motivations de son retour à la case départ? Nous n'avons pas les motivations. Moi, particulièrement, je n'ai pas de motivation. Il a dit qu'il va il rentre au RDPC parce que là-bas, au moins, il pourra s'exprimer et qu'il pourra être écouté, composé, en fait, qui peut mieux combattre le parti au pouvoir à l'intérieur de la maison, chose qu'il n'a pas pu faire lorsqu'il était de l'autre côté. Non, il a également un parti où il pouvait bien s'exprimer et il n'était que deux. Il n'était que deux, Zipan et lui. Donc, il pouvait s'exprimer à longueur de journée. Ce n'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est qu'il faut un cadre d'épanouissement. Il faut un cadre idéologique. Et effectivement, c'est un nombre de panels d'avantages qui vous permettent, n'est-ce pas, de vous projeter dans l'avenir. Si vous n'avez même plus l'avenir, du moins c'est de vous projeter dans votre postérité. Donc je crois que c'est... se met sur quoi? Il défendait quel idéal? Il faut qu'il nous indique l'idéal qu'il défendait ailleurs et qu'il entend continuer de défendre à l'intérieur du RDPC. Et je dis c'est pas mauvais. Il s'est positionné parce que l'une de ses motivations également, c'est que l'opposition n'est pas prête à créer une sorte de, comment on veut dire ça, de mariage. Donc, il préfère aller où il pourra avoir l'expression facile, où sa voix pourra être entendue. Non, et M. Ekindi était un grand intellectuel, hein. C'est un technicien. Il a compris que l'opposition ne vaut pas la peine. Justement, c'est l'une de ses motivations. Que ça ne vaut pas la peine, ou peut-être que ça ne paye pas, je ne sais pas, mais que ça ne vaut pas la peine. Parce que ce que vous ne connaissez pas, moi je l'ai un peu côtoyé, c'est un homme d'idées. C'est-à-dire que quand il fait des analyses, pose 3, 4 diagnostics, voit que ça ne donne pas, ça n'entre pas, parce que c'est un technicien de haut niveau. Donc, c'est un problème, n'est-ce pas, d'échec d'idées et d'idéologie, et, n'est-ce pas, des visions. Et je vous rappelle effectivement qu'Ekindi a toujours voulu une coalition, notamment pour pouvoir travailler en osmose avec les partis politiques. Ça n'a jamais marché. Donc, je pense que tous ces éléments l'ont amené effectivement dans le RDPC. Moi, je ne peux pas exclure effectivement le problème des avantages, hein, parce que le parti politique effectivement n'est pas seulement les idées. Après les idées, il faut permettre, n'est-ce pas, aux membres qui contribuent aux idées, n'est-ce pas, de s'émanciper et de se promouvoir et de pouvoir être, n'est-ce pas, des modèles pour ceux pour lesquels ils représentent quelque chose. Et en cela, je crois que le camarade Ekindi, tu peux déjà l'appeler camarade. Le camarade Ekindi a compris que la vérité se trouve dans le RDPC. Et le débat se trouve dans le RDPC et bien évidemment l'épanouissement des militants, la contribution politique, la contribution intellectuelle se retrouve dans le RDPC. Mais vous savez, moi je crois que vous devez, les journalistes, féliciter le RDPC. Parce que vous allez constater qu'il y a des gens qui ont combattu de façon ardente le RDPC pendant 20 ans, 25 ans. Mais ils demandent pardon, ils reviennent. Le président Paul Biya, qui a le cœur du pardon, ouvre grandement la porte et ils sont bien accueillis. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que j'avais dit que ce monsieur va au-delà de Jésus-Christ. Parce que moi, je ne peux pas être en face de quelqu'un qui m'insulte tous les jours, qui me cause des noises, qui me fait des pièges, qui veut me tuer. Et un jour, il demande pardon, il vient dans le parti, je l'accueille, je l'embrasse, et on le promeut même
pour moi, ce n'est pas de ce monde. C'est pour ça que je trouve qu'il est assez exceptionnel. Merci, Luther André Beka, d'être passé par ici. C'est vrai qu'on aurait bien voulu continuer, mais compte tenu du temps, un dernier mot avant de partir? Ben, écoutez, ce que je vais dire, c'est que il faut que les Camerounais continuent à observer les mesures barrières. La pandémie n'est pas finie. La pandémie est au Cameroun. Il faudrait se laver les mains, il faut arborer un masque et il faudrait, n'est-ce pas, observer toutes les mesures que le chef de l'État a pu, n'est-ce pas, prescrire aux Camerounais, parce que nous voulons, n'est-ce pas, que les Camerounais se portent bien. Et je crois que le chef de l'État, sous la coordination de son Excellence, le Premier ministre Dion Ngouté, et l'implémentation du ministre de la Santé sont en train de tout faire pour que les Camerounais soient soignés et bien suivis dans cette pandémie. Donc il faut respecter ces mesures. Merci Luther André Beka d'être venu ici aujourd'hui. On va rappeler que vous étiez là en tant que communicant du RDPC. Bon dimanche à vous. Petite transition. Et lorsqu'on y revient, c'est pour embrayer sur le troisième et dernier sujet à l'heure du jour. Toutes les 10 régions du Cameroun sont désormais affectées par la maladie à coronavirus. Annonce faite le mercredi 29 avril par le ministre de la Santé publique à travers un tweet. La région de l'extrême nord vient d'enregistrer son premier cas confirmé. Le contact tracing est en cours. C'est le moment plus que jamais d'observer strictement les mesures barrières et le port du masque obligatoire. Protégez-vous et protégez-nous, écrit le docteur Manaouda Malachi. Cette confirmation de la présence de la maladie à coronavirus dans l'extrême nord s'ajoute à celle du nord-ouest, dont le premier cas a été confirmé 9 jours plus tôt, à savoir le 20 avril dernier, via un communiqué rendu public par le gouverneur de la région du nord-ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. Avant cela, c'est la Damawa qui avait été touchée. Juste après, c'est la région du Nord qui avait rallié cette sombre liste sur laquelle étaient déjà présentes l'Ouest, le Sud, le littoral, le Centre, entre autres. Le Cameroun a enregistré son premier cas confirmé le 6 mars dernier. Effectivement, je voudrais confirmer que nous avons malheureusement, depuis hier dans la nuit, un cas confirmé de coronavirus. Et depuis, les chiffres ne cessent de croître. Et au moment où toutes les 10 régions sont touchées par l'épidémie, le gouvernement continue d'appeler les uns et les autres à respecter les mesures barrières. Le coronavirus, de nouvelles mesures prises par le chef de l'État et rendues publiques par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. C'était en fin de semaine dernière, 19 au total. Et chacune d'elles va permettre de soulager les secteurs durement impactés par la crise sanitaire, à en croire Joseph John Ngouté. On en parle avec Emmanuel Kounié, économiste et militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bon après-midi, Emmanuel. Merci de m'inviter. Monsieur Narcisse, je crois que le sujet est très sérieux, parce que ce qui s'est passé, n'est-ce pas, s'agissant, n'est-ce pas, des dernières mesures, donne matière à réflexion, parce qu'il y a vraiment lieu. Les Camerounais s'interrogent. On s'interroge de savoir ce qui s'est passé et quelles sont les conséquences, n'est-ce pas, de ces mesures qui ont été prises. Donc je crois qu'il faudrait qu'on trouve moyen d'expliquer aux Camerounais les raisons qui ont conduit, n'est-ce pas, le gouvernement à prendre ces mesures-là. J'ai envie de vous demander comment se porte le MRC à ce jour. Le MRC se porte très bien, très bien. D'ailleurs, nous jouons valablement notre rôle. Moi, je suis de ceux qui sont très heureux d'être dans le MRC, parce que je crois que le fait que nous ne soyons pas dans les institutions nous permet, n'est-ce pas, d'être un véritable contre-pouvoir. Nous sommes à côté des institutions, nous ne sommes pas à l'intérieur des institutions, et je pense que ceux qui nous gouvernent depuis 38 ans ont pris l'habitude de dormir, et parce qu'ils ont pris l'habitude de dormir, nous leur promettons qu'ils vont travailler obligatoirement et qu'ils n'auront plus jamais une minute de sommeil. Dédé Kouebo, une fois de plus, bon après-midi. Oh, merci. Vous voulez encore vous présenter? Oh non, les Camerounais sont habitués à moi. Et puis, malheureusement, je suis comme le Paul Biya de ce plateau. Ça, c'est clair. Un Jésus. Non, je ne suis pas quand même le Paul Biya de ce plateau. Mais Paul Biya dans le sens du service, parce que c'est pas... Il y en a qui me présentent, quand je rencontre des gens en rue, ils pensent que je suis employé de STV. Et c'est l'occasion pour moi, en ce 3 mai,
de dire aux Camerounais, à tous ceux qui me regardent, que M. Denis Kwebo ne peut jamais être rémunéré pour parler. J'aurais bien voulu, le STV aurait bien voulu me donner quelque chose pour toutes mes prestations depuis plus de 10 ans, mais je n'accepte pas même qu'un seul taxi me soit payé parce que je suis invité dans une chaîne de télévision ou à toute émission. Donc je le fais parce que je veux aider mes compatriotes à m'écouter. C'est un privilège de parler à des millions de personnes. Ce n'est pas, il faut pas, je ne veux pas me vanter de cela, mais il faut être privilégié pour que des gens, tous les jours, tous les dimanches, je vous écoute. Et je fais très attention à ce que ma parole ne soit pas une parole qui crée des fractures. Ma parole, et là, nous sommes jour de la liberté de la presse, ma parole ne se prête jamais là où il faut créer la confusion ou créer des problèmes. Ma parole est désintéressée, ma conscience est mon seul juge. Je suis fier d'être libre. Voilà qui est dit cette précision en valait donc la peine de ce dimanche. On rappelle une fois de plus que vous êtes consultant de cette émission. Vous avez donc le devoir d'être là tous les dimanches afin d'éclairer la lanterne des millions de téléspectateurs. Alors, on parle d'entrée de l'ouverture de là de 18 heures des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque de protection et de distanciation sociale, la suspension au titre du deuxième trimestre 2020 des vérifications générales de comptabilité, sauf en cas de comportement fiscal suspect. Il y a encore 19 mesures d'entrée. Emmanuel Kounié, quelle a été votre réaction à la suite de ces nouvelles mesures? Oui, j'ai été surpris, ça il faut le dire, surpris parce que il y a quelques mesures qu'on pourrait considérer comme des mesures de déréglementation, c'est-à-dire de facilitation d'un certain nombre de choses aux opérateurs économiques. Il y a également des mesures qui ont été levées, à savoir par exemple la levée, n'est-ce pas, de la fermeture des débits de boissons et hôteliers de plaisir à partir de 18 h, et surtout la levée des mesures qui interdisaient le transport de 3 personnes dans le taxi, derrière dans le taxi, et de, je crois, 50 personnes uniquement qu'il fallait porter dans les bus, etc. Donc tout revient à la normale. Mais ce qui est dramatique, c'est que la pandémie, quand on avait 150 personnes contaminées, on a pris des mesures barrières. C'est-à-dire, on a dit qu'il fallait qu'il y ait seulement 50 personnes dans un bus de 70 places. Il faut que le taxi porte 2 personnes en arrière. Maintenant, il y a 2000 personnes contaminées. Et on estime qu'il faut revenir à la situation d'avant. Donc je crois qu'il y a un gros contraste là, qu'on ne peut pas expliquer logiquement, c'est-à-dire que les motivations sont ailleurs. Et je crois qu'il est question pour nous de creuser ces motivations-là, parce que le gouvernement a essayé de faire des petites mesurettes pour pouvoir aider les opérateurs économiques. Mais vous avez vu le GICAM s'est plaint. La mesure la plus importante ici, qui est la plus importante ici pour les entreprises, c'est cette dotation de 25 milliards au titre, n'est-ce pas, de règlement d'une partie des stocks de TVA qui étaient en attente, de stocks de crédit de TVA qui étaient en attente de remboursement. Et là encore, on ne peut pas dire que c'est une allocation pour aider les entreprises, parce que le Cameroun est le seul pays au monde où les entreprises demandent l'impôt à l'État. Et ça, c'est dû à un mécanisme qui a été mis en place et qui n'était pas un mécanisme normal. Et c'est pour cela qu'on n'arrive jamais à créer un forum où les chefs d'entreprise et les pouvoirs publics doivent se mettre ensemble. Ils ont créé une relation de méfiance. Parce que si ils se mettent ensemble et on pose le problème sur la table, même eux, les pouvoirs publics vont se rendre compte que ce qu'ils ont fait là, c'est absolument injuste. Parce que je ne sais pas, nous n'avons pas le temps d'expliquer, mais il s'agit de la TVA, c'est-à-dire que vous devez payer la TVA à l'État, on vous met dans le mécanisme qui vous permet de payer 2 fois. Par exemple, vous êtes un fournisseur, pour ne pas aller loin, vous êtes un fournisseur, vous fabriquez, je crois, des chaussures, par exemple. Vous importez la matière première, vous payez la TVA sur la matière première, vous produisez les chaussures, vous vendez les chaussures à une entreprise comme la Sonel, et la loi dit que le 15 du mois suivant, le 15 du mois qui suit la livraison de cette marchandise, vous devez déclarer votre taxe sur la valeur ajoutée. Et quand vous déclarez, on vous dit de payer. Cette taxe TVA que vous payez, vous avez facturé à la Stonel sur votre facture, mais votre facture ne vous est pas encore, vous ne l'avez pas encore payée. Et quand vous payez cette TVA,
bien entendu, vous déduisez la TVA que vous avez payée au port sur les matières premières de cette TVA, puisque la TVA, vous ne devez pas la payer à plusieurs reprises. Donc, vous déduisez et le reliquat, vous payez cette TVA-là aux impôts. Mais l'ennui, c'est que l'État a encore désigné un certain nombre d'entreprises qui sont chargées de collecter la TVA, des grandes entreprises. Quand la SONEL va vous payer votre facture, elle va retenir la TVA. Et vous donnez un document pour dire que j'ai retenu, parce qu'elle est chargée de retenir la TVA et de reverser. Vous vous trouvez en train de payer la TVA aux impôts et la SONEL retient la même TVA. À la fin d'année, on fait donc la balance et on se rend compte que l'État vous doit de l'argent, de TVA. Et quand vous allez demander à l'État de vous remettre cet argent, on vous dit il n'y a pas d'argent et ça devient, n'est-ce pas, une dette. Et cette dette-là, l'État garde par devers lui et ça fait beaucoup de milliards. Et les entreprises passent leur temps à demander. Et quand vous avez un autre problème, par exemple, vous avez des impôts à payer et que l'agent de l'impôt vient vous dire, monsieur, votre entreprise doit par exemple 5 millions aux impôts. Vous dites non, je demande 25 millions à l'État, voici un crédit de TVA. On vous dit, ça c'est un problème que vous avez réglé au Trésor, parce que c'est le Trésor qui doit payer. Nous, on est service des impôts. Si vous ne payez pas, on vous ferme. Soit on vous ferme, soit vous payez. Et puis, ça fait qu'il y a une relation de méfiance entre l'administration et les entreprises. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on va reverser, qu'on a décidé de mettre une allocation de 25 milliards pour soutenir les entreprises, et que ces 25 milliards, n'est-ce pas, c'est une partie de ce stock de TVA en attente de remboursement, je dis que ce n'est pas juste. Ça ne peut pas être un soutien, ça peut être un soutien. Encore que 25 milliards, si les entreprises demandent par exemple 200 milliards, à qui est-ce qu'on va donner ces 25 milliards? Quels sont les critères de distribution? C'est encore la porte ouverte au marchandage. Donc, moi, je crois que ce n'est pas les entreprises. Le problème que le GICAM a posé n'a pas trouvé de solution, parce qu'en réalité, je prends un exemple simple. Quand vous entendez qu'en France, par exemple, l'État a mis 300 milliards d'euros à la disposition des banques pour pouvoir garantir les prêts des entreprises. C'est-à-dire que c'est l'argent que l'État met à la disposition des banques pour permettre aux banques de prêter facilement aux entreprises. Ça ne veut pas dire que c'est un cadeau, mais ça garantit les prêts. C'est-à-dire que ça permet aux entreprises de prêter sans avoir, aux banques de prêter, sans avoir le risque de perdre leur argent au cas où ça ne marcherait pas. Parce que l'État, si ça ne marche pas, l'État est là avec cette garantie pour pouvoir, n'est-ce pas, combler ce déficit. Donc, c'est ce type de soutien que l'État devrait mettre à disposition de l'entreprise. Mais l'État a-t-il les moyens? Je crois qu'il faudrait que, dans cette petite réflexion, qu'on aille plutôt dans le sens de poser la question de savoir l'État a-t-il les moyens, n'est-ce pas, de soutenir les entreprises ou de soutenir l'économie dans le cadre de... Vous apporterez des réponses d'ailleurs tout à l'heure avant la fin de cette émission. Cette question, vous la gardez. Alors, Denis Kouébo, ces nouvelles mesures prises il y a quelques jours par le gouvernement camerounais nous acheminent-elles vers la fin de la régulation sociale? Bon, je ne sais pas si nous allons réussir à rectifier quelque chose en rapport avec tout le tollé qui a entretenu ici et là. Et là, ma posture de journaliste est la meilleure. En période de crise humanitaire, en période de catastrophe sanitaire, obligation est faite aux journalistes de rester sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est l'évolution de la pandémie au niveau national. C'est ce qui m'intéresse. L'essentiel, c'est de savoir quels sont les bilans en termes d'évolution. Si on regarde ce qui est communiqué de façon quotidienne par le ministre de la Santé publique, comment est-ce que ça évolue et quelles sont les solutions, malgré tout ce qu'il y a comme désespoir dans le pays, quelles sont les solutions qui s'offrent. Donc, lorsqu'on mentionne, et nous fions aux chiffres des experts et des institutionnels. M. Kouni parlait du GICAM, qui a posé un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, il ne nous est pas possible de répondre à la place du GICAM. Le GICAM qui a posé des demandes devrait assez rapidement se prononcer sur ce qui a été fait, ce qui a été accordé comme facilité. Nous, on ne peut pas présager de ce que ce serait
c'est acceptable ou ce n'est pas acceptable du point de vue de ceux qui en ont fait la demande. Les journalistes n'avaient pas fait une demande de prise de décision urgente en rapport avec le Covid-19. Alors, cela dit, la façon dont les mesures gouvernementales sont traitées par la presse et une partie de l'opinion peut, de temps en temps, créer plus de problèmes qu'on ne voudrait résoudre. Alors, est-ce que, au moment où le gouvernement a décidé, je crois que beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'on demande de prendre 2 sièges, 2 places à l'arrière d'un taxi, parce qu'il faut créer la distanciation sociale. La distanciation, quelle est la distance entre le passager qui est le chauffeur et le passager de la cabine? Ça n'atteint pas 1 mètre. Donc, c'était entièrement incongru de demander qu'on supprime la 3e place qui est à l'arrière. On demande au bus, on prend des mesures pour demander aux bus qui vont à Yaoundé de prendre 50 places au lieu de 75, sans que cela n'emporte des mesures d'accompagnement. Encore que tous les bus n'avaient pas tout le temps 70 places. Et ces entreprises de transport interurbain étaient en droit de demander une compensation. Parce qu'un préjudice même virtuel est créé. Vous dites de ne pas prendre 70 places, comme si vous étiez sûr qu'à chaque voyage, les chauffeurs, les conducteurs avaient 70 places. C'était déjà 50, autour 55, même sans confinement. Au moment où les premières mesures sont prises par le gouvernement, le port obligatoire du masque n'est pas décidé. Il n'y a pas de port obligatoire de masque, on a privilégié la distanciation sociale. Maintenant, entre-temps, il y a eu des mesures de port prescrivant le port obligatoire de masque assorti de sanctions pour le défaut de port de masque. À ce moment-là, effectivement, on pourrait aller voir dans la distanciation sociale pour y enlever quelque chose. De même pour les mesures qui concernent les débits de boissons. Je crois que pour ceux qui suivent mon compte, j'avais fait le tour de Douala plusieurs jours pour constater que Bonamou a dit à quoi tous les stacks étaient régulièrement ouverts tous les jours. Même les bars étaient ouverts, c'était fermé, mais en réalité, les gens continuaient de consommer. Et c'était plus dangereux, vous savez que chaque fois qu'il y a dans l'illégalité, les trafics sont plus denses que dans la légalité. Alors, l'État, le gouvernement a été obligé de lever cette mesure, puis c'était une mesure factice. Il n'y avait pas de distanciation, il n'y avait pas de respect de ce délai de 18 heures. J'ai même vu à certains endroits des éléments de force de l'ordre qui avaient garé le véhicule et qui étaient aussi à l'intérieur pour consommer. Donc, on dit dans mon village que lorsqu'il pleut, on dit qu'il a plu. Lorsqu'il fait soleil, on dit qu'il a fait soleil. En réalité, nous sommes, et là je le dis, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans une posture de défiance. Il y a cette crise de confiance réelle ou virtuelle entre les pouvoirs établis et les citoyens qui disent non, sans différencier, qui disent non après lorsqu'on a inversé la mesure. À ce moment-là, il faut regarder tout ça, tout ça de très près. Donc aujourd'hui, moi, à titre personnel, je pense que, étant donné qu'il n'y a jamais eu de mesures figées dès le départ, tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est de prendre des décisions en assurant au mieux les intérêts des Camerounais, parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique, il s'agit d'une question de santé et de sécurité des Camerounais. Si les experts gouvernementaux ou les experts du gouvernement ont conseillé ces mesures-là avec l'assurance que ça peut davantage décongestionner, ça peut dérégler un peu les tensions au pays, sans que sans qu'il y ait explosion des cas de contamination. Attendons de voir, parce que chaque décision qui est prise doit être assumée. L'État, peut-être, les experts ont conseillé ces mesures-là. Alors, au bout de 14-16 jours, je crois que le Covid a un cycle bien connu, on verra si c'est bien ou pas. Partout ailleurs, comme en France, vous voyez que chaque soir, les mesures du président ou les mesures du Premier ministre varient. À tous les coups, il faut régler. On peut demander au gouvernement d'être plus attentif, d'être proactif, et pour qu'à tout moment, les mesures qui ont été prises puissent être, n'est-ce pas, corrigées, rectifiées, au mieux des intérêts des Camerounais. Vous savez que le Covid-19 ne fait pas de différence entre ceux qui sont d'accord avec le pouvoir et ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Et l'État a la responsabilité exclusive de la protection des citoyens. D'accord. Si les mesures s'avèrent porteuse et qu'il n'y a pas une explosion de cas au bout de 14 jours, on peut aviser. Mais
Et moi, je ne pense pas qu'a priori, moi j'ai lu parfois sur la toile, presque tous les forats, que c'est fini, c'est ça la catastrophe nationale. Bon, je n'ai pas encore cet avis-là venant des experts. C'est la crainte légitime de tout citoyen de penser qu'en levant, n'est-ce pas, certaines restrictions, il peut y avoir explosion des cas. Sauf qu'il y a un bémol dans le texte. Le texte prescrit de nouveau l'observation stricte de 15 jours. Des mesures barrières telles que se laver les mains, le port du masque qui est obligatoire. Je suis sûr que si chacun a son masque, si on continue d'observer la distanciation, même si on a demandé au bar et personne n'est obligé d'aller au bar, il faut que chaque Camerounais, ça c'est ma position, chaque Camerounais doit savoir que avant toute chose, il a l'obligation de protéger sa santé, sa vie, protéger la santé et la vie de ses voisins, de ses enfants, de tous les autres citoyens. Donc si le fait aujourd'hui, c'est le plus important, c'est que en tout état de cause, quelles sont les mesures, quelles que soient les décisions politiques qui se prennent, que les citoyens soient de plus en plus... Il faut une autodiscipline. Il faut une autodiscipline. Et moi, je suis content. J'ai fait beaucoup de zones rurales à l'ouest, dans le littoral, j'étais dans le Mungo. Je suis surpris de voir que dans nos villages, les gens respectent les mesures. J'ai comme l'impression que c'est en zone urbaine, finalement, que ces mesures-là ne sont pas respectées. Allez au marché. Au marché, tout le monde a son masque sous le menton. Ce n'est pas l'État qui vient m'obliger à porter le masque, le cache-nez, de façon correcte, parce qu'il s'agit de ma santé. Il faut que nos discours aussi aident d'abord l'ensemble des citoyens à observer les mesures barrières. Le reste, on peut aviser. Je ne crois pas que ce soit le moment maintenant de mettre en avant des manquements, parce que les manquements sont en fonction des résultats obtenus. Et pour l'instant, personne ne peut encore dire quels sont les résultats obtenus. J'ai lu par le passé des gens qui avaient vanté la situation comme celle du Sénégal. Le Sénégal n'est pas très loin de Cameroun, finalement, aujourd'hui, en termes du nombre de contaminations, alors qu'il y a des grandes mesures qui avaient été prises, mais en réalité, j'ai l'impression que ces mesures-là étaient des mesures factices beaucoup plus soutenues par la métropole, et ça ne porte pas, finalement, on n'a pas l'impression que ces pays-là se portent mieux. Au départ, tout le monde dit que regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Sénégal, mais regardez aujourd'hui, il n'y a pas une très grande différence, et peut-être parce que on a accès la communication sur la technostructure, au lieu d'axer les campagnes sur la sensibilisation des citoyens un à un, seul à seul, parce que c'est de là que part la maladie. Alors, Emmanuel Kounié, avez-vous l'impression que l'État du Cameroun n'avait pas de choix que de prendre ces nouvelles mesures pour contenter, il faut le dire comme ça, des foyers de tension qui s'érigeaient déjà? On a par exemple vu la grogne des syndicats des transports, on a vu la sortie du JICAM. Oui, disons que, bon, l'État a essayé de prendre les mesures justement dans les secteurs où il y avait quelques grognes, parce que si les gens doivent ouvrir les bars, si les gens doivent entrer dans le bus, parce que même si vous avez votre masque, vous êtes collé à quelqu'un, vous savez comment nous voyageons dans les bus, vous êtes entre Douala et Yaoundé, quelqu'un dort sur vous, il met les mains sur vous, etc. Vous n'êtes pas... Vous regardez par exemple les pays qui sont contaminés, on ne permet pas aux gens, n'est-ce pas, de se toucher. Bon, mais disons que la distanciation de 1 mètre est presque proscrite, elle n'existe plus. Et ces mesures, pourquoi est-ce que les lieux de culte sont donc fermés? Pourquoi est-ce que l'école ne reprend pas tout de suite? Pourquoi est-ce que les sports, est-ce que nous sommes en déconfinement? Parce qu'il faut qu'on soit clair. Si c'est le déconfinement, qu'on nous dise, parce que quand le ministre de la Santé fait ses déclarations... Est-ce qu'on était déjà en confinement? Moi, je crois on demandait aux gens de rester chez soi et de ne sortir que si c'est nécessaire. C'est un confinement partiel. La mesure est toujours valable. Chacun doit rester chez lui et ne sortir que pour faire l'essentiel. Et si M. Kouye permet que je réponde, parce qu'il a posé un certain nombre de questions pour qu'il continue. Un lieu de culte a des adeptes permanents. C'est-à-dire qu'à la mosquée ou à l'église, on sait qu'on attend dimanche ou vendredi un nombre assez précis ou relativement précis de personnes. Mais au restaurant, on ne s'attend pas à ce que 52 personnes viennent à la fois. Au restaurant, on peut avoir des vagues de 5-10. Mais à l'église, à 8 heures, tous ceux qui veulent faire la messe de 8 heures ou le culte sont là à 8 heures. Et à la mosquée, tous ceux qui doivent aller à la prière à 16 heures sont là à 16 heures. Par conséquent, moi, je ne suis pas... Ceux qui sont en train de prendre les mesures doivent venir les expliquer. Et bien, mais ma compréhension, c'est qu'il y a des pôles de concentration absolue de personnes à des moments précis. Et là, ce n'est pas permis. Alors qu'au bar,
Monsieur Kouni, vous n'êtes pas obligé d'aller boire. Si vous mettez sur la balance la boisson et votre santé. Au restaurant, vous mettez sur la balance le fait qu'il faut aller par snobisme dépenser beaucoup d'argent à Bonaprison alors que vous pouvez faire votre riz en confinement à la maison. Ça, je crois qu'il ne faut pas déresponsabiliser les citoyens camerounais. Avant ça, ce n'est pas le gouvernement qui venait nous demander de prendre notre tasse de café le matin ou à midi ou le soir. Il y a une tendance à dire maintenant que le gouvernement n'a pas fait. Ce n'est pas le gouvernement qui cultive nos champs, ce n'est pas le gouvernement qui ouvre nos boutiques et qui les referme, ce n'est pas le gouvernement qui nous donne de la boisson dans les bars. Il faut que chacun puisse... Bon, voilà votre explication. Je vais vous donner la mienne. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Parce qu'il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas que des gens prennent des mesures avec des motivations qu'ils ne disent pas et que nous essayons d'expliquer sans tenir compte des vraies motivations. En réalité, le Cameroun a demandé à être soutenu, comme tous les autres États, hein, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce Covid-19, le Cameroun a demandé, comme tout le monde, l'annulation de la dette. Parce qu'on a des contraintes par rapport à cette affaire qui doivent nous amener à engager des fonds énormes. Et il s'est avéré que, pour notre cas, comme pour quelques autres cas, il a été question, tout simplement, on nous a accordé un différé de la dette de 320 milliards, quelque chose comme ça, la dette bilatérale. C'est-à-dire le service de la dette bilatérale que nous devions payer en 2020, nous le payerons en 2021. Mais pendant qu'on nous accorde, c'est le G20, c'est la dette bilatérale, parce qu'il y a aussi la dette multilatérale dans le budget. Vous allez voir qu'on a une partie de la dette, on a 720 milliards de dettes, de services de la dette extérieure. Là-dedans, on a les 320 milliards qu'on nous a accordés. Ce n'est pas annulé, mais c'est reporté à l'année prochaine. Ce qui fait que l'argent que nous devions utiliser pour payer cette dette, nous pouvons utiliser, n'est-ce pas, pour soutenir, pour régler le problème de la pandémie. Mais au même moment, ces bailleurs de fonds nous disent que nous n'avons pas le droit de contacter des prêts non concessionnels. Or, dans notre budget, nous avons prévu 350 milliards de prêts concessionnels. Donc, ces prêts concessionnels que nous avons prévus, nous ne pouvons pas les contacter. Ce qui nous fait directement un manque à gagner. Encore que nous ne sommes pas certains, ils nous ont donné ils ne nous ont rien donné, puisque c'est nous qui allions trouver cet argent qu'on devait utiliser, n'est-ce pas, pour payer le service de la dette. Ensuite, le poste le plus important du budget, c'est-à-dire le poste de recette, c'est la TVA. Et la TVA est payée à 80% par les grandes sociétés, et particulièrement par les sociétés brassicoles. Parce que, même si c'est difficile, on collecte facilement sur les bouteilles de bière qu'on boit, et puis ça permet à l'État de retrouver facilement les 1200 milliards, ça représente 1200 milliards et poussières dans le budget de cette année, qui est de 4900 et poussières de milliards. Ça veut dire que c'est le poste le plus important de recettes. Donc, confiner les gens à la maison, et que les gens, que ces sociétés brassicoles ne soient pas en train de travailler, voudrait tout simplement dire que ces recettes-là l'État ne va pas les avoir. L'État, au même moment, a prévu environ 463 milliards pour la contribution du pétrole au budget. Et cela était prévu compte tenu de ce que le baril de pétrole coûtait $57. Aujourd'hui, on est entre 0,11 ou 16 $, ce qui fait qu'on aura de la peine à avoir cet argent-là. Donc l'État se trouve en difficulté financière et l'État donc est obligé de faire un geste, c'est-à-dire de réagir dans le sens, n'est-ce pas, parce que les fonctionnaires camerounais coûteront à l'État cette année 1070 milliards de francs. 1070, ça veut dire que chaque mois, on a dans les 90 et poussières de milliards pour payer les fonctionnaires. Et on a prévu d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que le port, on a récupéré le port entre les mains de Bolloré, parce qu'on a pensé que ça peut nous rapporter 500 milliards. Mais le fait que le trafic, des gens aient fermé les frontières et que les trafics n'ont pas lieu, cela fait que, aussi de ce côté, les recettes ne vont pas entrer. Donc, l'État a tapé là où ça pourrait lui permettre d'avoir de l'argent, un peu d'argent, pour résoudre les problèmes, pour régler les problèmes incompressibles, comme le salaire des fonctionnaires et les hommes maintenus. Encore qu'il faut financer les guerres. On a pratiquement 3 guerres, il faut les financer, etc. Donc, l'État a le couteau sous la gorge. Donc, et ces mesures, l'État n'avait pas le choix. Ces mesures, c'est pour permettre à l'État
d'avoir un peu d'argent pour régler ces problèmes, ce n'est pas par rapport à tout ce que nous disons là, c'est parce que l'État cherche comment faire. Parce que si on dit que le confinement est total et que les bars doivent fermer jusqu'à 18h, les sociétés brassicoles vont voir le chiffre d'affaires chuter et ne pourront pas contribuer à la hauteur prévue. Et l'État risque, à un moment donné, ne plus avoir les moyens d'honorer ses engagements. J'aimerais qu'on s'intéresse au fond de mieux comprendre cette autre mesure portant exonération de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement pour les taxis et mototaxis, ainsi que de la taxe à l'essieu au titre du deuxième trimestre. On va rappeler qu'il est indiqué que cette mesure pourrait être étendue au reste de l'année 2020. Oui, justement, comme disait M. Kouébou, c'est pour voir, c'est-à-dire que les taximans, vous avez vu les transporteurs, ont fait des préavis de grève, parce qu'ils estimaient que, étant donné que les mesures qui sont prises réduisent, n'est-ce pas, leurs recettes, ils ne pouvaient pas, au même moment, continuer à respecter leurs engagements vis-à-vis de l'État, mais ce qu'ils voulaient, c'était la baisse du carburant. La baisse du carburant. Maintenant, on leur a dit, on va l'impôt libératoire du deuxième trimestre, tout cela va se passer au deuxième trimestre. Parce qu'au deuxième trimestre, l'État pense qu'après le deuxième trimestre, peut-être que la situation pourra muter, pourra changer. Et si ça ne change pas, on va toujours prendre d'autres mesures. Mais ces mesures-là sont prises dans le sens de les calmer, parce que ça c'est des comment dirais, des remous sociaux. Les remous sociaux qu'on ne veut pas, c'est pour qu'ils ne se mettent pas qu'ils ne causent pas le désordre. Vous savez que les grandes grèves, même en 2008, ça a commencé par les transporteurs. Donc quand les transporteurs se mettent en mouvement, l'État est attentif à cela. Donc on pense qu'en leur disant, écoutez, l'impôt libératoire du deuxième trimestre, vous ne payez pas, et en plus, vous allez récupérer votre troisième place, et les transporteurs qui sont entre Douala et Yaoundé, la taxe de l'essieu, vous ne payez pas, et puis vous allez prendre tous vos passagers, ça pourrait, n'est-ce pas, les calmer pour cette période. Mais le problème, c'est, si tel est le cas, c'est bien, mais la pandémie aussi, il faudrait que le thermomètre de la pandémie nous dise, est-ce que la température va augmenter, est-ce que ça va diminuer, c'est ça le problème. Donc, ils sont en train d'essayer quelque chose, et j'avoue qu'ils sont ils essayent quelque chose, parce que la pandémie, personne n'attendait la pandémie. Vous entendez la pandémie, et je vous assure que ceux qui nous gouvernent sont en difficulté par rapport à ça. Et c'est tout le monde entier qui est en difficulté. Et le problème même ne sera pas... la crise sanitaire, à un moment donné, on va la maîtriser. On ne va pas peut-être la stopper, mais on va, à un moment donné, apprendre à vivre avec le Covid-19. Mais les conséquences économiques vont être, après la maîtrise de cette situation, nous allons rentrer en récession. Ça, c'est automatique. D'ailleurs, tous les experts sont en train de le dire. Madame Christine Lagarde... Je vous relance même d'ailleurs pour sortir, parce que le temps nous tient vraiment à la gorge. Comment entrevoyez-vous l'avenir du landéno économique au Cameroun? Non, ça sera très difficile. Très difficile parce que nous allons sortir de cette... Pas sortir, nous allons nous habituer au coronavirus. Et quand on va ouvrir, n'est-ce pas, les frontières pour permettre que les échanges aient lieu, nous allons nous retrouver dans une situation, le monde entier va se retrouver dans une récession économique généralisée. D'ailleurs, en Europe, les gens pensent que... C'est inévitable. Inévitable. Les gens pensent même qu'on sera entre 5... Le PIB va diminuer entre 5 et 20% du PIB en Europe. Les répercussions ici vont être dramatiques. Et je crois que c'est une crise inédite parce qu'on n'a jamais connu le monde ne s'est jamais arrêté. Parce que là, c'est le monde qui est en arrêt et la production s'est arrêtée. Et aujourd'hui, on ne voit pas encore les conséquences, mais j'avoue que les quelques réserves qu'on a, on va rapidement les utiliser et on va se retrouver forcément. D'ailleurs, M. Bruno Le Maire, le ministre des Finances de France, dit que cette crise est l'une des plus graves depuis la crise de 1929. D'ailleurs, il la compare à la Grande Dépression de 1929, parce qu'après cette crise, nous allons entrer dans une situation de récession générale. Il reste des possibilités de juguler cette crise-là? Non, ce qu'il faudra faire, c'est-à-dire que les politiques économiques après la crise, le Covid-19, on ne parlera plus de croissance. On parlera de stabilisation. Comment stabiliser, n'est-ce pas, les agrégats macroéconomiques. Il y aura l'inflation, il y aura le chômage. Aux États-Unis aujourd'hui, on parle de près de 25 à 30 000 chômeurs. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas connu ça depuis les années 30. Donc c'est quelque chose d'inédit. Et puis c'est très lourd. Et puis quand ça va, parce que ça va retomber sur nous. Donc il faudrait qu'on comprenne que nous ne pouvons pas gérer l'après-crise avec le désordre qu'il y a chez nous là. Nous sommes obligés de faire, n'est-ce pas, comment dire, on appelle ça, d'être ensemble
dans la lutte, parce qu'il y a des gens qui nous gouvernent, qui pensent qu'ils sont des dieux. Quand ils prennent une décision, elle doit être exécutoire. Ils parlent de souveraineté. Tous ceux qui viennent chez nous, c'est pour prendre notre sous-sol. Comme si nous avions Nous devons être humbles. Nous devons comprendre que nous rentrons là dans quelque chose d'inédit. Nous n'aurons pas les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer l'orgueil. Nous devons pouvoir travailler sereinement et nous devons cesser de penser, que ceux qui sont au pouvoir doivent cesser de penser qu'ils peuvent gouverner tout en laissant des poches de résistance de gauche à droite, les guerres, etc. Il faut trouver une solution à tout cela parce que sinon, nous allons entrer dans un labyrinthe où les métastases vont nous amener dans des situations de confusion. Alors, Denis Kouébo, votre idée, votre analyse sur cette crise humanitaire qui guette le monde? Cette crise économique. Moi, je pense que le Cameroun va se tirer mieux de la crise que la plupart des pays occidentaux. Il y a des éléments de notre économie qui tombent tout simplement dans le domaine de la spéculation. J'avais fait une suite très récemment pour dire que la chute drastique du cours du pétrole c'est une opportunité pour les pays qui veulent reproduire la rente. Donc, il y a plus la rente pétrolière. Il y a plus de la spéculation sur un certain nombre de matières premières qui ne sont pas sous le contrôle des Camerounais, parce qu'il faut pas. Nous sommes bénis en ressources naturelles, mais c'est pas toujours notre pays qui en bénéficie. Donc, la pandémie du Covid-19 va renvoyer les Camerounais à l'économie domestique, une économie domestique beaucoup plus dynamique. Vous savez que pendant tout le confinement, il y a des gens qui pensent toujours qu'ils sont obligés de prendre le pain du matin. Qui sont obligés, oui, on n'est pas obligé de prendre le pain du matin si on ne produit pas de blé. Et moi, je n'en prends pas, je n'en prends jamais. Il faut arriver à une situation où les Camerounais sont capables de se nourrir. Quand on parle de souveraineté, il y a la souveraineté alimentaire. Les Européens... Consommer ce qu'on produit. Oui, vous avez vu que les Français ne produisent pas les masques. C'était un mirage vanté au Camerounais. Je suis souvent resté ici. J'étais même sur un forum économique où la plupart des Camerounais, tous ceux qui ont étudié en France, là, ils font l'économétrie politique. C'est toute une dissertation sur l'économie alors que le pays ne peut pas produire le masque. Toute une dissertation sur l'économie au Cameroun alors qu'on ne peut pas produire les cure-dents. Donc, s'il y a effondrement, n'est-ce pas, le capital, l'économie spéculative, ça va nous renvoyer à la vraie économie, à savoir que on puisse, comme le président lui-même avait dit, Pierre avait dit qu'on produit ce qu'on ne mange pas et on mange ce qu'on ne produit pas. Avec le Covid-19, les Camerounais vont songer à produire ce qu'ils peuvent consommer, ce qui peut nous être utile. On ne va pas dépenser, pour importer 350 000 masques de l'étranger, vous imaginez combien ça coûte en termes de perte de devises, alors qu'on aurait, dès le premier jour, réquisitionné le génie militaire, réquisitionner la SICAM pour produire du bon tissu destiné à la confection des cache-nez pour le Cameroun. Tous les pays qui produisent, ces gadgets-là s'en sont sortis mieux que nous autres. En Europe, même les thermomètres, les thermoflash, ils n'en ont pas. Ils ont passé le temps à aller faire la spéculation en Asie. Ils ont tout délocalisé. Il y a un seul pays en Europe, j'ai quelqu'un qui insistait à me le dire, seulement l'Allemagne, il n'y a que l'Allemagne qui produisait pour l'Europe. On se rend compte qu'il faut produire pour nous-mêmes et le tissu économique des pays africains est de nature à connaître un grand boom si ceux qui ont la décision politique, n'est-ce pas, la mettent en mouvement d'ici l'après-Covid. Et il faut que le confinement puisse même être réel pour que chacun rentre à ses livres. Ce que j'ai parlé tout à l'heure, transporteur, il faut en période de crise mettre de côté, mettre hors du circuit de règlement des problèmes sociaux les corps de métier comme les soi-disant transporteurs, les taximans et autres qui, en 2008, ont vu l'augmentation de 10 francs sur le litre de carburant. Quand vous êtes taximan, avec 10 francs d'augmentation sur le carburant, votre manque à gagner journalier maximum, c'est 200 francs. 200 francs. Si vous prenez 20 litres de carburant, vous avez dépensé 200 francs en plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté le prix de transport de plus de 50 francs. Pour quelqu'un qui a porté 50 passagers par jour, ça fait 50 francs, enfin 50, c'est-à-dire que 2500 francs de surenchère sur les revenus, alors qu'on n'en a perdu que 200. Il faut que l'État arrête, que l'État n'écoute que ceux qui font du bruit ou ceux qui sont prêts
à descendre dans la rue ou alors à obtenir une négociation de leurs revendications. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il y a des secteurs, si on avait levé, vous avez vu qu'on a rapidement revu la structure du prix du pétrole au profit de ceux qui, à Yaoundé, bénéficient de la rente. Alors qu'il suffisait d'enlever 20 francs sur le prix du carburant, parce que dans la structure du prix, il y avait 20 francs de taxes sur la lutte contre la contrebande qui enrichit des gens. Si on avait enlevé 20 francs, il y aurait un effet multiplicateur sur tout le monde, sur vous et moi, qui allons à la pompe pour prendre le carburant. Oui, il y a des fonctionnaires qui, malgré la crise, la mort qui plane, ne se rendent pas compte qu'il y a des mesures d'intérêt général qui peuvent être prises au profit du plus grand nombre. D'accord, c'est quasiment terminé. Emmanuel Kounié. Oui, je dis David Espert, oui, en quelques secondes seulement. C'est vrai. À cause de ce Covid-19, nous allons nous retrouver dans une situation où nous sommes obligés de changer nos habitudes. Mais il faut comprendre qu'il s'agit de la transformation structurelle de notre économie. Et ça ne va pas se faire très rapidement. Et pendant que nous allons chercher à faire cette transformation structurelle, nous allons continuer, nous allons payer les salaires. Il faudrait voir tous ces problèmes parce que nous ne serons plus capables de payer ces salaires-là, les 1000 milliards, nous ne pourrons pas les payer. Les guerres, nous ne pourrons pas les entretenir parce qu'il faut le matériel de guerre et tout ça. Il faudrait qu'on comprenne que nous devons créer de nouvelles chaînes de valeur qui puissent nous permettre de créer d'autres valeurs ajoutées. Et tout cela, il faudrait réfléchir là-dessus maintenant. Donc, moi, je crois que... Et puis, les grandes entreprises vont avoir des problèmes de matières premières parce qu'est-ce qu'elles vont avoir les sociétés brassicoles, par exemple, et les autres, les commandes, tout cela va faire en sorte qu'il s'agit de transformer comme dans l'économie. Et puis, les autres, quand vous entendez par exemple que en France, l'État met 300 milliards d'euros pour pouvoir soutenir les entreprises, comme garantie dans les banques pour pouvoir soutenir les entreprises, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des réserves, c'est des tirages. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont la monnaie, qu'ils ont leur monnaie. Nous n'avons pas de monnaie. Est-ce que avec tout cela, nous allons continuer à être dans une monnaie qui est le franc CFA avec la France et penser que nous allons pouvoir faire autrement? Donc nous avons besoin de plusieurs think tanks pour réfléchir, pour pouvoir rapidement nous mettre en ordre de bataille par rapport à ce qui va arriver. Sinon, nous allons sortir de cette crise, nous fourvoyer complètement pendant 10 ans au moins, avant de prendre la ligne et entrer dans tout ce que M. Kwebo a tout dit. Et pendant ce temps, il y aura bien des problèmes. Merci, monsieur Emmanuel Kounié, d'être venu par ici aujourd'hui. Nous souhaitons un bon retour. Merci. Et Denis Kwebo, notre consultant habituel, la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse se poursuit. Oh oui, nous sommes confinés. On a profité de l'occasion hier pour, je crois que tu étais en ligne, on a fait une formation sur le fact-checking, les fake news hier sur Zoom. C'était assez intéressant et depuis ce matin, on a nos camarades au nord-ouest qui ont reçu des dotations en gel hydroalcoolique et les cache-nez du syndicat national des journalistes du Cameroun. Ça va continuer. STV va recevoir la délégation du syndicat mardi pour la distribution de ce petit moyen pour renforcer les mesures barrières et s'assurer que les journalistes travaillent tout en étant protégés pendant cette période de crise ici. Et on est comme les autres Camerounais, on ne va pas dans les festivités, on ne va pas dans les festins, on est confiné, on limite au maximum nos mouvements. Il faut que chacun économise ses forces pour faire face à la pandémie du Covid-19. Des journalistes responsables et regroupés au sein du syndicat national des journalistes du Cameroun. C'est ça aussi, être responsable. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris part à cette autre livraison de cet hebdo sur Spectrum Télévision. Dès dimanche prochain, retrouvez Léla Reine Nganzeu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès jeudi dans le cadre de l'émission Entretien. On remercie également Ngando, Eric qui était donc présent ce dimanche, sans oublier Landry Yossa qui a assuré le volet caméra et notre maquilleuse Yvonne Amougou. Restez fidèles, mesdames, messieurs. Rediffusion de cet hebdo ce dimanche à partir de 20h30 depuis demain mardi et puis demain lundi lorsqu'il sera 20h30. Restez fidèles, nos programmes se poursuivent. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.